Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. République INTRANATIONALE et République EXTRANATIONALE. Un puissant clivage, aujourd'hui estompé. L'érection en département des 4 vieilles colonies, en 1946, a introduit entre elles et les colonies plus récentes un puissant clivage juridique traduisant dans le droit, aux yeux de ses initiateurs, un clivage culturel voire politique. Leur population souhaitait voir concrétiser sur le plan juridique leur appartenance déjà ancienne à la nation française, Chap. I. Cette position, cependant, ne résista ni à la résorption des inégalités sociales qu'il avait suscitées ni à la montée de sentiments identitaires locaux, et la République se trouva ainsi contrainte à doter les départements d'outre-mer, de même que la Corse, d'une décentralisation plus poussée que celle octroyée aux collectivités territoriales de l'Hexagone, Chap. 2. Face à la nécessité de sortir du cadre contraignant des catégories de collectivités territoriales existantes, le législateur eut alors, incité à cela par le Conseil constitutionnel, recours à la création de collectivités territoriales innommées, hors catégorie, sui generis, Chap. 3. Ouvrant ainsi la voie au constituant lui-même qui, par la révision constitutionnelle de 2003, estompa résolument la distinction entre collectivités territoriales soumises au droit commun et celles soumises à un droit spécifique, Chap. 4. Comme le montrent clairement les statuts récemment adoptés pour les îles antillaises de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, Chap. V. Chapitre 1er. République INTRANATIONALE et République EXTRANATIONALE. Une opposition implicite mais traditionnelle. Solennellement proclamé par la Convention le 25 septembre 1791 puis repris par les constitutions de 1793, article 1er, de long 3, article 1er, de long 8, article 1er et de 1848, préambule, article 1, habituellement invoqué comme l'un des piliers de l'ordre juridique français, le principe de l'unité et de l'indivisibilité de la République dissimule à L'. Analyse une relation dialectique entre deux blocs, la métropole d'une part, ses possessions ultramarines d'autre part. L'idée, exprimée un jour avec effroi par un député de La Réunion, selon laquelle l'appartenance à la communauté française serait fonction de la pigmentation de la peau, s'avère au contraire sous une présentation certes plus identitaire et culturelle, revendiquée plus ou moins explicitement par une assez large fraction des populations de l'outre-mer. En d'autres termes, un problème de nationalité, pour reprendre une formule aujourd'hui obsolète, pourrait bien être à l'origine des différents régimes que la France reconnaît depuis 1946 à ses possessions ultramarines. Le professeur Fabre a autrefois développé, au sujet de l'Union française, des analyses dont la transposition à la structure de l'outre-mer sous la Ve République, du moins jusqu'à la révision du 28 mars 2003, est à la fois possible et éclairante. Il distinguait en effet deux volets dans l'Union française. Le volet interne, constitué par le peuple métropolitain et certains peuples d'outre-mer assimilables par lui. Le volet international, formé des territoires coloniaux émancipés parce qu'inassimilables. L'Union française revêtait ainsi à ses yeux deux formes distinctes. L'Union intra-républicaine, associant au sein de la République qui personnalise la nation française, le peuple de la métropole au peuple, assimilable, des départements et territoires d'outre-mer. L'Union extra-républicaine, associant la nation française personnalisée par la République à d'autres nations, érigées en territoire ou États associés. Cette distinction pouvait aisément être transposée, sous l'empire de la Constitution de la Ve République, à la structure de la République elle-même. Le constituant et le législateur distinguaient en effet, en son sein, jusqu'à la révision du 28 mars 2003, d'une part les départements, ceux situés outre-mer jouissant d'une assimilation juridique de principe à leurs homologues métropolitains, tempérés par les simples mesures d'adaptation nécessitées par leur situation particulière, régime dit d'identité législative, d'autre part les territoires d'outre-mer, auxquels étaient reconnus des intérêts propres, justifiant une organisation particulière, englobant une législation spécifique, selon le principe dit de spécialité législative. Ainsi, notre droit assimilait les départements d'outre-mer à la nation française, mais il tenait implicitement compte au contraire, à travers la notion d'intérêt propre,
d'une certaine spécificité nationale des territoires d'outre-mer. On a donc pu distinguer 11, en transposant l'analyse du professeur Fabre, la République intranationale et la République extranationale. Les départements pouvaient être regardés comme constituant la nation, cœur de la République, alors que les territoires d'outre-mer pouvaient quant à eux, être considérés comme des nations périphériques entretenant avec la nation française au sein de la République, des relations sortant de la simple décentralisation pour confiner au fédéralisme. La nation, cœur de la République, le bloc des départements. L'expansion coloniale française se fit, on le sait, en deux phases historiques distinctes. Au XVIIe siècle en un premier temps, au XIXe siècle en un second temps. Lorsque s'amorça la seconde de ces phases, seuls subsistaient sous souveraineté française quelques-uns des territoires ayant constitué le premier empire colonial. Avait dû être cédé le Canada, la Louisiane, vaste territoire occupant l'actuel Midwest des États-Unis, du delta du Mississippi jusqu'au Grand Lac, plusieurs îles de l'archipel antillais dont la prospère Saint-Domingue, partie française de l'île d'Hispaniola, ainsi que les actuelles îles Maurice, Rodrigue et Seychelles dans l'océan Indien. Les territoires subsistants, Martinique, Guadeloupe et ses dépendances, Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, La Réunion, Saint-Louis et Gorée au Sénégal, les 5 comptoirs en Inde, se réclamèrent alors, au sein du nouvel empire colonial en voie de formation, de l'ancienneté de leur rattachement à la France et mettant en avant leur qualité de vieille colonie, demandèrent à être placés sous un régime reflétant l'antériorité de leur appartenance à l'ensemble français. Le Senatus consulte du 3 mai 1854, qui confirma le régime juridique des colonies comme étant celui de la spécialité législative, formule résumant le principe selon lequel ces territoires ne devaient pas être régis par les lois ordinaires constituant le droit commun, mais par des textes spécifiques, tenant compte des conditions particulières caractérisant chacun d'eux, classa en effet les colonies en deux groupes, prévoyant un régime distinct pour chacun d'eux. La Martinique, la Guadeloupe et la Réunion constituaient un premier groupe, le second englobant les autres colonies, dont la Guyane et Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour ce second groupe, il était prévu que ces territoires seraient régis par décret de l'empereur jusqu'à ce qu'il soit statué à leur égard par un Senatus consulte. Ce dernier ne sera jamais adopté, et le pouvoir réglementaire demeura le législateur de ces colonies, pour lesquelles spécialité législative signifia donc régime des décrets. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, le Senatus consulte répartissait la compétence normative entre 3 organes. Le vote des impôts était attribué aux conseils généraux de ces colonies. Les matières les plus importantes relevaient du pouvoir législatif. Toutes les autres matières étaient attribuées à l'empereur, donc au décret. Ce second régime était considéré comme doublement privilégié, d'une part car il attribuait à l'Assemblée locale, nommée Conseil général comme dans les départements, une compétence fiscale revenant dans les autres colonies au gouverneur, d'autre part parce qu'il retirait les matières les plus importantes à l'exécutif pour les confier aux législateurs. Martinique, Guadeloupe et la Réunion bénéficiaient donc d'une considération particulière, traduisant l'image qu'elles donnaient d'elles-mêmes au sein de la République, celle de populations en cours d'assimilation à la nation. Leurs conseils généraux demanderont d'ailleurs le statut départemental, respectivement dès 1874, 1881 et 1882. L'intégration de ces populations à la nation s'effectuait d'ailleurs bel et bien, notamment sous l'influence combinée du gendarme, de l'instituteur et du prêtre. Le premier, en effet, offrait aux citoyens l'obéissance à la loi comme nécessité consubstantielle à l'ordre social et assurance d'une insertion reconnue dans le système et protégée par lui. Le second intégrait les citoyens, dans un ordre qui leur permettra socialement, économiquement, intellectuellement, de conquérir ce plus refusé à leurs ancêtres et qui les réhabilitera à leurs propres yeux. Le troisième enfin, délivrait l'individu non seulement des passions attentatoires à son salut, mais aussi de tout ce qui pourrait subsister en lui, de paganisme et d'animisme. Ce processus d'intégration des vieilles colonies à la culture française trouva finalement sa consécration dans le EPO par 5 de leurs parlementaires, la plupart membres du Parti communiste, les 17 janvier et 12 février 1946, de propositions de loi tendant à faire accéder ces territoires au statut de département français. Ces propositions furent fusionnées en une seule,
dont l'exposé des motifs affirmait sans ambages qu'il s'agissait de conclure le double processus, historique et culturel, qui depuis 1635 a tendu à effacer toute différence importante de mœurs et de civilisation entre les habitants de la France et ceux de ces territoires, et à faire que l'avenir de ceux-ci ne peut plus se concevoir que dans une incorporation toujours plus étroite à la vie métropolitaine. Car la Martinique et la Guadeloupe, qui relèvent des mêmes lois civiles, pénales, commerciales et militaires que la France métropolitaine, sont désormais dignes de bénéficier d'un statut définitif, plus conforme aux principes républicains de liberté, d'égalité et de fraternité. Le rapporteur de la proposition de loi, Aimé Césaire, s'exclamera : La Martinique et la Guadeloupe, depuis 3 siècles, n'ont cessé de s'inclure davantage dans la civilisation de la mère patrie. Quant à ceux qui s'inquiéteraient de l'avenir culturel des populations assimilées, peut-être pourrions-nous nous risquer à leur faire remarquer qu'après tout, ce qu'on appelle assimilation est une des formes normales de la médiation dans l'histoire et que n'ont pas trop mal réussi dans le domaine de la civilisation, ces Gaulois à qui l'empereur romain Caracalla ouvrit jadis toutes grandes les portes de la cité romaine. Le statut de département a donc bel et bien été demandé par les vieilles colonies, et accordé à l'unanimité des députés présents, dans le but de réaliser la complète incorporation à la République de populations qui se proclamaient et voulaient être considérées comme intégrées à la nation. Une trentaine d'années plus tard, le statut départemental devait d'ailleurs concrétiser, de manière à peu près concomitante pour Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, ce même enjeu de l'appartenance à la nation. La loi du 29 juillet 1976 imposa en effet à Saint-Pierre-et-Miquelon, jusqu'alors territoire d'outre-mer, un statut de département, contre le gré du Conseil général de l'archipel qui avait le 23 juin précédent, adopté à l'unanimité une motion donnant un avis définitif défavorable au projet de loi portant départementalisation soumis par le gouvernement. Or le secrétaire d'État départements et territoires d'outre-mer avait rétorqué : La transformation de Saint-Pierre-et-Miquelon en département d'outre-mer n'est en réalité que la consécration juridique du vœu unanime et constamment réaffirmé par les Français de ce territoire de rester au sein de la République, confirmant ainsi le bien-fondé de la protestation de M. Penn, président du Conseil général. Le gouvernement nous a dit qu'il n'y avait de choix qu'entre devenir département ou quitter le giron de la République française, le statut de territoire d'outre-mer étant périmé. Je prétends qu'une population ne deviendra pas française, parce qu'on l'appelle département plutôt que territoire. Ces îles sont françaises parce qu'elles sont peuplées de gens qui ont envie de rester français. En ce qui concerne Mayotte, je prétends que ce n'est pas parce qu'on la baptisera département que l'on convaincra les Africains que Mayotte est peuplée de Français. Le cas de Mayotte présentait en effet, à la même époque, un second exemple de la portée culturelle du statut départemental, perçu comme la traduction juridique de l'assimilation à la nation. Les élites créoles de cette île réclamaient en effet depuis 1958, début de leur brouille avec les autorités territoriales de Moroni, le statut de département d'outre-mer pour Mayotte. Cette demande avait été réitérée à plusieurs reprises, notamment lors de la déclaration unilatérale d'indépendance de l'Assemblée territoriale des Comores, le 6 juillet 1975, et lors de la consultation organisée à Mayotte le 11 avril 1976, où près de 80% des votants avaient mis dans les urnes un bulletin, illégal, demandant pour l'île un statut de département. Pourtant un tel statut, demandé avec autant de ténacité, fut refusé à l'île avec une argumentation brève mais limpide. Une formule trop rigide, identique à celle de la métropole et des départements d'outre-mer, n'est pas adaptée à la situation et aux besoins réels de Mayotte. La presque totalité de la population a conservé le statut civil coutumier musulman. Cette invocation du fort particularisme culturel des Mahorais était claire. L'on mettait en doute leur possibilité de s'assimiler, par le truchement du statut départemental, entraînant l'application d'un régime d'identité législative, aux valeurs et à la culture de la nation française. Et la loi du 24 décembre 1976 dota Mayotte d'un statut de collectivité territoriale sui generis conservant, derrière une organisation administrative de type départemental, la caractéristique essentielle des TOM qu'est la spécialité législative. L'attitude du législateur envers Saint-Pierre-et-Miquelon comme envers Mayotte a donc confirmé celle qui avait été la sienne en 1946 envers les vieilles colonies.
le statut de département, entraînant l'identité législative, concrétise l'appartenance d'une population à la nation française en l'intégrant au cœur même de la République, les populations considérées comme non assimilables à la nation demeurant à la périphérie de cette dernière avec un statut de territoire des Outre-mer, caractérisé par la spécialité législative. 2. Les territoires d'outre-mer, nation périphérique fédérée à la France. Les territoires d'outre-mer, qui ont succédé aux colonies dans la Constitution du 26 octobre 1946, ont reçu du constituant un traitement spécial les distinguant clairement des autres collectivités territoriales de la République. Il semble bien en effet que les rédacteurs des constitutions de 1946 et 1958 aient perçu en eux des entités nationales distinctes de la nation française, devant donc bénéficier, vis-à-vis de cette dernière, bien qu'au sein d'un même État, d'une grande autonomie. Parmi l'ensemble des collectivités territoriales de la République, seuls en effet les territoires d'outre-mer se sont vus reconnaître par le constituant des intérêts propres légitimant l'attribution à chacun d'eux d'une organisation particulière, définie et modifiée par la loi après consultation de l'Assemblée territoriale intéressée. Seuls, de même, ils ont reçu de la Constitution de la Ve République la possibilité d'opter, dans un délai de 4 mois après la promulgation de la dite Constitution, entre plusieurs statuts au sein ou en dehors de la République. Le constituant avait donc perçu, et traduit dans la loi fondamentale, une différence de nature entre les territoires d'outre-mer et les départements d'outre-mer. Les particularismes des premiers justifiaient qu'ils soient seuls exemptés de l'assimilation de principes au régime juridique de droit commun, c'est-à-dire au droit de la nation française stricto sensu. N'était-ce pas là leur reconnaître une essence nationale distincte ? Par ailleurs, les notions d'intérêt propre et d'organisation particulière qui leur étaient réservées, étaient matérialisées par le fait que les assemblées de ces territoires étaient les seules assemblées de collectivités territoriales à recevoir constitutionnellement compétence pour connaître, en complément de l'intervention du législateur, de l'organisation de leur collectivité. Elles exerçaient, dans le délai indiqué ci-dessus, la possibilité d'option entre plusieurs statuts que prévoyait l'article 76 et devaient ensuite, de manière générale, être consultées pour la définition et la modification de l'organisation de chaque territoire. Art. 74. La première disposition, complétant le second alinéa du préambule, octroyait en effet au peuple des territoires d'outre-mer, pendant certes un bref délai, un droit de libre détermination qui était refusé aux autres populations de la République. N'était-ce pas là reconnaître implicitement leur spécificité nationale ? Par la seconde disposition, le constituant retirait d'emblée aux législateurs le monopole traditionnel de l'organisation de ces collectivités et attribuait à leurs élus une certaine compétence d'auto-organisation, limitée certes, mais totalement inconnue à l'époque des autres assemblées locales. Il jetait ainsi les bases d'un régime juridique nouveau conférant à certaines collectivités territoriales un degré de libre administration, allant très au-delà de la simple et classique décentralisation administrative. En effet, le législateur accordera rapidement à certains territoires d'outre-mer un statut qu'il qualifiera lui-même d'autonomie, notion alors inconnue de la Constitution, venant compléter le régime de spécialité législative et permis par celui-ci. C'est donc qu'il estimait que, à la différence des autres collectivités territoriales, les intérêts locaux dans les TOM n'étaient pas, par leur nature, réductibles à une simple composante des intérêts nationaux, mais d'une essence différente. Ce régime d'autonomie se présentera historiquement sous 2 formes. Une première dans les années 1960 et 1970 bénéficia essentiellement aux territoires d'outre-mer des Comores et aux territoires français des Afars et des Issa. Une seconde, plus récente, concerne la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. A. L'autonomie première manière, les statuts des Comores et du territoire français des Afars et des Issa. Le statut du territoire des Comores, adopté dès 1961 et remanié en 1968, témoigne de l'audace précoce et longtemps méconnue par la doctrine du législateur quant à l'octroi d'un régime d'autonomie aux populations ressenties comme non assimilables à la nation française. Le législateur dota en effet par la loi du 22 décembre 1961 ce territoire de l'autonomie interne et d'une organisation fortement inspirée de celle d'un État. Les institutions des Comores étaient centrées autour d'une Chambre des députés,
et d'un conseil de gouvernement, sur lesquels le haut-commissaire de la République exerça une tutelle de plus en plus lâche. Les services administratifs étaient répartis entre services à compétence d'État et services à compétence mixte, limitativement énumérés, et services à compétence du territoire, toutes les autres matières. La Chambre des députés, comptant 31 membres élus pour 5 ans au scrutin de liste majoritaire à un tour, avait des compétences limitées. Le domaine des services d'État lui échappait entièrement, tandis que celui des services mixtes ne pouvait faire l'objet d'aucun règlement de sa part sans l'accord préalable du haut-commissaire. De même, son intervention était exclue des matières législatives de l'article 34 de la Constitution. Elle devait simplement être consultée pour toute modification de la loi portant statut du territoire, procédure jusqu'alors inconnue du régime des collectivités territoriales. Mais l'ensemble des affaires d'intérêt local relevaient de cette assemblée, qui prenait à leur sujet des délibérations, votait le budget du territoire que lui présentait le président du conseil de gouvernement, déterminait les règles de la fiscalité des subdivisions du territoire, chacune des 4 îles de l'archipel, comme de la péréquation des ressources du budget du territoire et des budgets de ses subdivisions. La Chambre pouvait adopter à l'encontre du conseil de gouvernement une motion de censure à la majorité des 2/3. Le président du conseil de gouvernement pouvait lui poser la question de confiance, dont le rejet à la même majorité entraînait la démission du conseil de gouvernement. Sa dissolution, par contre, ne pouvait être décidée que par décret en Conseil d'État à la demande du haut-commissaire. Le conseil de gouvernement était un véritable gouvernement local. Son président, investi par la Chambre des députés à la majorité des 2/3, choisissait librement ses ministres, sans intervention du haut-commissaire, et la loi lui transférait certains pouvoirs jusqu'alors détenus par ce dernier. La convocation du Conseil de gouvernement et la fixation de son ordre du jour, la répartition des différents services territoriaux entre les ministres, la révocation des ministres, enfin la responsabilité de la sécurité intérieure du territoire puisqu'il disposait des forces de gendarmerie avec l'apostrophe. Accord du haut-commissaire, néanmoins. Enfin, il avait seul l'initiative. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.